Salut les amis, l'actualité en Ukraine est débordante, enfin tout ce qui concerne la guerre, la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, enfin tout ça, vous voyez. Donc de ce pas, je vous propose à ce qu'on se fasse une petite revue de presse des articles qui m'ont le plus intéressé cette dernière semaine et qui révèlent pas mal de choses sur la situation du monde. Commençons dès maintenant. Alors, en tout début, quelque chose d'assez léger. Et c'est quoi le problème avec les mensonges? Le problème avec les mensonges, c'est qu'ils ont une durée de vie limitée. La seule chose que je sais, c'est que 70% des habitants de Mariupol soutenaient les Russes. Были за Россию. Vous en pensez quoi de ce témoignage, Christian Magrélis? Mais ça détruit pas mal d'idées préconçues. Hein. Le fait qu'ils disent que 70% des habitants de Mariupol soutenaient les Russes, c'est quand même impressionnant. Je ne vous ferai pas dire, messieurs, c'est effectivement impressionnant. Et oui, les habitants de Mariupol ont été toujours en majorité pro-russes, et même en 2014, ils cherchaient à faire partie de, vous savez, les deux républiques séparatistes qui se sont constituées par la suite. Et vu que Mariupol il fait partie de la région de Lugansk, ils cherchaient à être là. Mais bref, je vois les visages décomposés sur le plateau TV. Le problème avec les mensonges, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, pas tout le monde est d'accord pour mentir. Donc même les soldats ukrainiens, il peut dire des choses qui sont vraies, mais qui ne rentrent pas dans le narratif général. Votre narratif s'effondre, messieurs. Allez, la suite. Alors pour la suite, nous avons un article de presse indienne, et notamment Tribune India, et donc du coup qui appelle à anticiper la défaite des USA et de l'OTAN et en fait à ce que l'Inde se positionne du bon côté de la planète, à savoir du côté du monde multipolaire. Cet article il aborde cette question du sabotage du Nord Stream 1 et Nord Stream 2, très très brièvement au début. Ensuite l'attentat du pont de Crimée en indiquant que les services de renseignement russes ont trouvé qui était le commanditaire et c'est Kirilo Boudanov, qui est là ici devant vous pour ceux que ça intéresse, et lui-même le directeur de GRU. Maintenant, ce sont les renseignements militaires ukrainiens. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend par la suite cet article? Il nous apprend que M. Poutine a déclaré la semaine dernière que le gazoduc pourra être restauré, donc il pourra être réparé tout comme le pont, et que la Russie pourrait livrer environ 27 milliards de mètres cubes de gaz. À qui? À l'Europe. Donc, il dit la balle est du côté de l'Union européenne. Si elle le souhaite, ouvrons le robinet, mais bon. Et tout ça pour indiquer la trahison des élites européennes vis-à-vis de leur peuple qui vont les laisser dans le froid, sans industrie et péricliter complètement. Poursuivons. Non, mais c'est le silence qui règne à Bruxelles, ils ne répondent pas, ils préfèrent, en gros, l'article nous explique que l'Union européenne préfère payer le gaz au prix américain, et le prix américain est les 6 à 7 fois supérieur au prix intérieur du marché européen, donc ils payent autour de $2000 les 1000 mètres cubes. Impressionnant. Ensuite, en clair, les Européens se sont fait gentiment avoir par les Américains. L'Inde devrait prendre note du sens du droit des États-Unis. Ça veut dire que l'Inde, du moins la presse hindoue, elle indique très clairement que l'Inde devrait se détacher des relations trop étroites avec les États-Unis. Ça sent mauvais. C'est quand même plus d'1 milliard d'habitants, l'Inde. Donc, ils disent ensuite, les Américains se sont enfermés dans le monde surréaliste, dans leur récit égocentrique selon lequel la Russie a perdu la guerre. Dans le monde réel, cependant, Ivan Tertel, chef du KGB de Biélorussie, qui a une vue de l'intérieur de Moscou, a déclaré mardi dernier qu'avec l'augmentation des effectifs de la Russie dans la zone de guerre, 3000 soldats mobilisés plus 70 000 volontaires tchétchènes, je suppose, et le déploiement d'un armement avancé, l'opération militaire va entrer dans une phase clé. Selon nos estimations, un tournant se produira entre novembre de cette année et février de l'année prochaine. Bon, vous savez, on n'est pas très attaché aux dates, parce que les dates, ils nous ont trahis à chaque fois. Mais du moins, il y a quelque chose de très important qui est censé se dérouler entre début novembre et fin février, donc en espace de quelques mois. Poursuivons. Lorsqu'on lui demande s'il allait rencontrer M. Biden au Bali, pour le G20, M. Poutine a répondu avec dérision vendredi. Il faut lui demander à M. Biden s'il est prêt ou non à mener de telles négociations avec moi. Pour être honnête, je n'en vois pas la nécessité, dans l'ensemble. Il n'y a pas de plateforme pour des négociations pour l'instant. Lorsque tout cela sera terminé, Poutine sait que Biden ne voudra même pas le rencontrer. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré la semaine dernière « Quiconque croit sérieusement que la guerre peut être terminée par des négociations russo-ukrainiennes vit dans un autre monde. La réalité est différente. En réalité, ces questions ne peuvent être discutées qu'entre Washington
et Moscou. Aujourd'hui, l'Ukraine n'est capable de se battre que parce qu'elle reçoit de l'aide militaire américaine. En même temps, je ne vois pas le président Biden comme la personne qui conviendrait vraiment à des négociations aussi sérieuses. Le président Biden est allé trop loin. Il suffit de rappeler ses déclarations concernant le président russe Poutine. Donc Orban, le Premier ministre d'un pays européen, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que la question maintenant de la guerre en Ukraine, il ne peut se régler qu'entre les États-Unis et la Russie, et que Biden, en fait, est un très très mauvais candidat pour apporter la paix dans cette région, vu les positions qu'il a prises précédemment et vu ce qu'il fait actuellement. C'est intéressant, mais alors qui va négocier ? Je vous fais un gros clin d'œil. Voyons la suite. Et là, ce qui a attiré mon attention, c'était justement la publication de Laurence Reim qui dit « Très important, des Trumpistes veulent forcer les Ukrainiens à négocier, à surveiller avec les midterms dans 3 semaines. » Ah, effectivement. Donc il y a une phase décisive apparemment de l'offensive russe en Ukraine qui commence en novembre. Il y a les midterms dans 3 semaines. Il y a cette question de négociation où Zelensky est assez évacué du revers de la main maintenant par la géopolitique sérieuse. Personne ne compte négocier avec lui. Alors peut-être ce serait une porte ouverte pour le retour du Donald Trump sur la scène internationale. Peut-être c'est lui qui trouvera le chemin d'accord. En tout cas, ce serait bien. Évidemment, on est pour que la guerre s'arrête au plus vite. Et ensuite, à la fin de l'article, donc le Télégraphe India nous dit quoi ? L'Inde doit s'attendre à la défaite des États-Unis et de l'OTAN, qui achève la transition vers un ordre mondial multipolaire. L'Inde doit s'attendre à la défaite des États-Unis et de l'OTAN, qui achève la transition vers un ordre mondial multipolaire. C'est une énorme déclaration, en fait. C'est une énorme. Et il précise par la suite, malheureusement, les élites indiennes ne sont pas encore débarrassées de leur situation unipolaire. L'Europe, y compris la Grande-Bretagne, est dévastée et le mécontentement à l'égard du leadership transatlantique des États-Unis est palpable. La stratégie indo-pacifique est désespérément à la dérive. De nouveaux centres de pouvoir émergent dans le voisinage étendu de l'Inde, comme le montre la rebuffade de l'OPEP à Washington. Un ajustement profond est nécessaire dans le calcul stratégique de l'Inde. La rebuffade de l'OPEP, il parle de Mohammed bin Salman qui avait reçu la demande de la part de Washington d'augmenter la production de pétrole et l'OPEP, au contraire, avec l'Arabie Saoudite, ont baissé cette production. Voilà. Allons-y pour la suite. Donc ensuite, la Russie qui est de plus en plus isolée sur la scène internationale, elle a rencontré Erdogan, Poutine a rencontré Erdogan et c'était au Kazakhstan. Et au Kazakhstan, Poutine a proposé à Erdogan quelque chose d'extrêmement très très important. Et cette chose est la suivante. Poutine propose à Erdogan de faire de la Turquie le nouveau hub gazier pour l'Europe. C'était une énorme proposition. C'est le Parisien qui nous rapporte ça. Alors un peu de blabla habituel des journalistes. Les rencontres bilatérales se font rares pour Vladimir Poutine, qui est toujours de plus en plus isolé sur la scène internationale. Il faut le répéter comme un mantra, ça. Mais le président russe a tout de même pu proposer ce jeudi à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, de créer un hub gazier en Turquie pour exporter du gaz à l'Europe, au moment où les livraisons russes vers l'UE sont affectées par les sanctions et les fuites de gazoduc Nord Stream. Nous pourrons examiner la possibilité de créer sur le territoire turc un hub gazier pour des livraisons vers d'autres pays, notamment vers l'Europe, a déclaré M. Poutine lors de cette rencontre. Il a fait également l'éloge de la Turquie, qui s'est avéré être actuellement l'itinéraire le plus sûr pour les livraisons du gaz russe. Oui, on a vu qu'il y a des attentats quand même en plein milieu de l'Europe, à savoir pour le Nord Stream 1 et pour le Nord Stream 2. Que l'Ukraine, en fait, elle fait passer du gaz russe sur son territoire en ponctionnant quand même au milieu des taxes sur ce gaz, ce qui est assez curieux comme position quand on est en guerre contre le pays qui fournit ce gaz. Et aussi, de l'autre côté, on a vu que les Polonais aussi, ils s'en sortent pas trop avec leur gazoduc. Mais poursuivons. Donc, et après, oui, ils disent que le projet n'a aucun sens alors que les Européens veulent réduire leur dépendance aux hydrocarbures venant de Russie. A commenté ce jeudi l'Élysée. Il n'y a pour nous aucun sens à créer de nouvelles infrastructures qui permettraient d'importer davantage de gaz russe. Mais quelle connerie. Il faut des milliards d'investissements et en plus multipliés par X temps pour pouvoir en fait importer d'une manière équivalente du gaz naturel liquéfié. Que ce soit de Chine, que ce soit des États-Unis, peu importe. Mais en tout cas, ça demanderait des investissements énormes. Et actuellement, les énergies renouvelables ne sont pas du tout suffisantes
pas du tout suffisante pour couvrir les besoins industriels français. Mais bref, en parallèle avec ça, nous avons la Chine qui interrompt justement ses ventes de gaz naturel liquéfié aux acheteurs étrangers pour assurer son propre approvisionnement. La Chine a demandé à ses importateurs de gaz public de cesser de revendre du GNL à des acheteurs en manque d'énergie en Europe et en Asie. Le plus important, évidemment, en Europe, je suppose. Parce qu'ils disent, nous, on garde, nous, pour l'hiver, etc. Mais c'est un pas géopolitique quand même très lourd et très important. Ça veut dire qu'eux aussi, ils sont rentrés dans une phase de réflexion où ils considèrent qu'il s'agit maintenant de changer des élites en Europe, justement en les mettant face à leurs propres contradictions. À savoir, si vous tenez toujours la position très très ferme et que vous ne voulez pas négocier ou faire des choses, bah écoutez, vous aurez affaire à votre propre peuple qui, lui, à cause de vos décisions, va se retrouver dans le froid cet hiver. En gros, c'est comme ça que je le vois. Mais en tout cas, cette histoire d'offrir le gobe gazier à Turquie et derrière, il y a la Chine qui rompt le GNL, je pense que ça sert à promouvoir cette position davantage. À savoir, de toute manière, ils ont les mains liées et forcément, ils vont accepter ces gaz très bientôt. Poursuivons. Alors l'Iran, nous avons du côté de l'Iran des choses intéressantes. Donc l'Iran fournit des missiles moyenne portée à la Russie selon Washington Post en citant le renseignement américain. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est Washington Post. Maintenant, la presse du grand chemin, on la connaît. On ne sait pas trop quoi en penser. Des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Donc c'est François Asselineau qui nous rapporte ça, l'article de Washington Post. Et il précise que le contrat a été conclu, donc ce contrat de livraison d'armes entre l'Iran et la Russie, le 18 septembre, c'est-à-dire le surlendemain du début des troubles que les médias américains et européens décrivent comme surgis spontanément après la mort d'une jeune femme arrêtée le 13 septembre par la police religieuse, mais que Téhéran analyse comme orchestrée des pays des États-Unis. Et nous avons discuté également ensemble et on s'est dit, est-ce que ce ne serait pas un coup un peu à la Soros, c'est-à-dire à savoir provoquer une révolution de couleur en Iran? Est-ce qu'ils n'ont pas essayé d'affaiblir le pouvoir iranien, en fait, justement dans ces moments critiques, pour qu'ils ne puissent pas être un fort soutien pour la Russie et pour le nouveau bloc qui s'est créé avec la Chine, avec tous les pays de la coopération de Shanghai et tout ça. Alors, ensuite, nous avons l'OTAN qui a réagi en fait à tous ces positionnements et lui il lance ses propres exercices. Ce sont les exercices nucléaires en fait de défense ou de l'attaque nucléaire, en fait peu importe, de toute manière ils ne nous livreront pas tous les détails. Et ils les font aujourd'hui le 17 octobre du côté de la Belgique et des Pays-Bas. Donc lisons ça. Un exercice de dissuasion baptisé Steadfast Noon qui se tiendra principalement au-dessus de la Belgique et du Royaume-Uni et réunira une soixantaine d'avions alliés. Il s'agit d'un entraînement destiné à garantir que les capacités nucléaires de l'OTAN restent sûres, sécurisées et efficaces. La dissuasion nucléaire de l'OTAN préserve la paix, empêche la coercition et décourage l'agression, a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'ONU. Et après, on a vu que George Galloway, un célèbre journaliste britannique, en fait, il a invité un certain Scott Ritter qui a travaillé pour l'ONU, qui était un analyste, qui a été un marine au préalable. Et ce dernier, il a réagi à ces déclarations de Stoltenberg et il a réagi de manière suivante. Donc Scott Ritter, il voit une folie. La chose la plus stupide qu'a annoncé l'OTAN est de poursuivre un exercice nucléaire. Ce n'est pas opportun. Au moment où le président de l'Ukraine appelle à une frappe nucléaire préventive de l'OTAN contre la Russie, la seule chose sage à faire pour un homme doté de maturité et d'intelligence serait d'annuler ou reporter ces exercices pour ne pas amplifier inutilement les tensions à une époque où les armes nucléaires sont discutées. L'OTAN ne veut pas que la Russie gagne et donc, pour empêcher sa victoire, l'OTAN teste son arsenal nucléaire. C'est de la folie de l'ordre le plus élevé. Il serait intéressant de rappeler que la Russie, à aucun moment, elle a dit qu'elle utiliserait des armes nucléaires. Et c'était toujours les discours interprétés en fait en tant que menace nucléaire de la part de Poutine, toutes ces choses-là. Mais si vous prenez le temps de réécouter ces discours, il a dit « Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition. » Et d'ailleurs, maintenant qu'ils ont développé les armes supersoniques, leur doctrine de défense a changé. Et maintenant, pour eux, les armes...
les armes supérieures, les armes qu'ils vont utiliser en cas de vraie nécessité, ce sera les armes supersoniques. Ils sont très efficaces, ils sont très performantes. Donc la doctrine nucléaire, elle est passée au second plan, carrément. Et nous allons finir sur des tensions, trop de tensions, Chine, Kazakhstan et Serbie et d'autres plis bagages et ces tirs de l'Ukraine. Ah oui. Et donc du coup, dans la folie de toutes ces déclarations de l'OTAN et tout ça, donc du coup, nous avons plusieurs pays qui ont invité leurs citoyens en fait à quitter l'Ukraine au plus vite possible et même abandonner leur ambassade à Kiev. Et parmi ces pays, il y a le Kazakhstan, l'Égypte, la Chine et tant d'autres. Et ça s'est fait très très récemment. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment beaucoup d'actions du côté. On peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment beaucoup d'actions du côté ukrainien et du côté russe très très prochainement. Vous avez certainement vu que Loukachenko aussi s'est allié à la Russie. Désormais, les troupes biélorusses ils vont intervenir sûrement par le nord. Hein. Ce serait pas étonnant. Est-ce que la Russie elle passe dans une phase où ils vont chercher à rentrer dans les villes ukrainiennes, notamment à Kiev? Est-ce qu'ils vont chercher carrément à, comment ils appellent ça, décapiter le serpent en fait, militairement parlant? C'est quand on parle, quand sont pris les centres de décision, les centres administratifs du pays. En tout cas, les options sont vertes, mais il y a quelque chose qui se trame dans le fond. Et étonnamment, aujourd'hui, le 17 octobre, cet exercice de l'OTAN, il ne peut provoquer que davantage d'hostilité. J'espère qu'on en restera là, que l'escalade ne poursuivra pas, du moins jusqu'à les midterms, jusqu'à ce que Trump et les républicains récupèrent les deux chambres, et à partir de là, les portes de négociation pourront être ouvertes. Et les portes de négociation entre les États-Unis et la Russie, et non plus entre l'Ukraine et la Russie, parce que l'Ukraine est un pays avec un pantin à sa tête, et ce pantin, il joue carrément aux ordres de l'OTAN et des États-Unis, donc ça n'a aucun sens de négocier avec lui. Sur ce, les amis, gardons la forme et à très bientôt. Je vous embrasse.